Merveille, Yves, François, Auguste, Guillain, et c'est tout. Né le 21 du 3 1927 à Bruxelles. Au début, normalement, on a fait comme tout le monde, on a commencé à faire la queue, comme on dit, pour avoir de la nourriture, tout ça. J'avais un avantage, j'avais des grands-parents qui étaient encore au-dessus de Dinan, là-bas, que de temps en temps, j'allais jusque-là. Et je revenais avec du quaker, qu'on disait dans le temps, de la bonne concassée. Moi, ici à Bruxelles, on avait la possibilité de marchander un petit peu, donc je savais avoir des souris, une chose qui était fort rare à ce moment-là. Et de ce côté-là, du côté de Dinan, il ne savait pas avoir ça. Donc moi j'avais une dizaine de saurets, c'était c'était pour la famille, hein. C'était pas... Et alors on avait mon grand-père qui avait encore un peu de terre, qui les faisait cultiver, il récoltait de l'avoine, et je pouvais aller au moulin, et je faisais contre deux saurets, il me battait mon avoine, quand je revenais avec une dizaine de kilos de d'avoine. Parce qu'il fallait bien manger, parce qu'à les pommes de terre, on n'en trouvait pas. On en trouvait, si. J'ai fait l'expérience une fois, peut-être en 43 sûrement, ça va. C'est environ 43, oui, en 43. Pour faire comme tout le monde, je dis, ben, je vais aller jusqu'à As. On prenait le tram à la place Roupe, et on allait jusqu'à As. Et là, on pouvait avoir des sacs de 20 kilos de pommes de terre. En payant, bien entendu. Je n'ai pas tous les avoirs. Les fermiers voulaient les donner. Mais c'est quand on revenait, halte, sur la route, contrôle, et les pommes de terre étaient confisquées. Je l'ai fait une fois. Je dis, c'est pas la peine, je vais dépenser plus d'argent pour le trajet et le prix des pommes de terre que de les acheter ici au prix fort à Bruxelles. Ah, c'est pas moi qui disais tout ça, c'était mes parents, bien entendu. Hein. Et alors c'était fini, je n'ai plus fait ça. Et puis j'ai continué à travailler, et après j'ai été arrêté. Et j'ai recommencé à faire mon grand pèlerinage. C'est-à-dire que j'ai été arrêté deux fois. J'ai été arrêté une fois à Bruxelles, au boulevard des Souverains. Puis je ne vais pas dire enfermé, mais placé dans une pièce, dans une maison que j'avais réquisitionnée, j'avais fait des bureaux là-dedans. J'ai dû attendre, hein. Puis j'ai bien attendu 3/4 d'heure dans le couloir, là, et il y avait un policier allemand, donc de la Wehrmacht, un gendarme, qui montait la garde. Et à un moment donné, c'est gargouillé, et j'ai demandé toilette. On a regardé, et m'a fait un signe par là, au fond du corridor. J'ai poussé la porte, et je me suis retrouvé dans un petit hall avec 4 portes. Donc la porte que j'étais rentré et 3 autres portes. Et juste devant moi, il y a marqué WC. Et la porte sur ma gauche, c'était un carreau mat, il n'y avait rien. Ben, je vais à la toilette quand même. Et en sortant, ce carreau mat m'avait frappé là. Je l'ai retrouvé, et je me suis retrouvé dans l'allée latérale de la maison. C'était un genre de villa. Il faut bien dire que j'avais... À ce moment-là, j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, 16 ans, hein? Ouais, 16 ans. Ouais, pardon. J'avais 16 ans. Et un petit peu plus même. Et donc j'ai ouvert cette porte et je suis parti dans l'allée comme ça. Je me suis retrouvé sur la denture de la maison, parce que j'étais à vélo. Mon vélo était toujours appuyé contre la façade de la maison, de la petite villa. Il y a une chose que je n'ai pas réfléchi, bien entendu.
je n'avais plus de carte d'identité, puisqu'il m'a pris mes papiers pour me contrôler. Et j'ai pris mon vélo. Il y en a qui promenaient là-dedans. Il n'y en a pas qui me regardait, rien du tout. Je suis monté sur mon vélo et je suis parti. Naturellement, je n'ai rien dit quand je suis arrivé chez moi. J'ai réfléchi, il dit, je ne sais plus aller travailler, je n'ai plus de papier, je n'ai plus rien. Si je me fais arrêter, il dit, c'est plus grave. Je me suis renseigné à 2-3 camarades, t'as pas une combine pour trouver des papiers, tout ça. Ah non, il faut dire, c'était quand même en 44, hein. Il devenait méchant, comme on dit à ce moment-là. Ah mais ça ne fait rien. J'ai un oncle, je sais qu'il avait des gens qui cachaient chez lui et dans les environs. Je dis, j'ai encore un petit peu d'argent sur moi. Je vais prendre le train et je vais aller chez mes grands-parents à la campagne. Il y a beaucoup de chance, je serai tranquille. Donc je suis parti, je suis été à Gérin. C'est un petit village qui se trouve entre Dinan et Philippeville. Alors mes grands-parents, tout venait, j'ai cherché le zoo d'avoine que j'ai parlé tantôt. Et on connaît le compte. D'ailleurs, j'ai appris mon grand-père sur le côté et je lui ai expliqué, écoute parrain, j'ai ce qui se passe. Ah mais excusez-moi si je dis un mot de patois, parce que c'est quand je suis avec mon esprit, quand je suis là-bas, automatiquement ça revient. Ah mais tu peux rester ici, tu ne peux pas rester ici, l'enfant, il dit, nous autres on n'est plus en âge. Non, je ne vais pas rester ici, je dis. Je vais aller chez mon oncle Jules, je dis, à Morville, puisque là il y a... Ah, il ne faut pas y aller maintenant. La semaine passée, les Allemands sont encore venus. Enfin, il m'explique toute l'histoire qu'il y avait eu. Comme quoi, il y avait eu une descente, et des rafles dans le coin, dans tous les coins. Quoi. Ah, je dis, je sais pas quoi faire. Mais je dis, on était donc le 4, le 3 ou le 4 juin 44, ça se passait. Donc je suis traîné là le pire des jours. Puis je dis, je ne peux pas rester ici. Il y a eu le débarquement qui s'est produit. Et je lui dis à mon grand-père, je vais aller voir mon oncle Jules, je dis, il trouvera peut-être quelque chose pour me... il trouvera quelque chose pour moi. Enfin, je me suis arrangé. Et je suis parti sur Morville. Et mon grand-père dit non, n'allez pas là-bas, il va faire prendre tout de suite, ils sont surveillés. J'ai encore tourné une paire de jours en rond là, machin, puis je dis je ne peux pas rester ici, c'est fini. J'ai dit à ma grand-mère, ma reine, préparez-moi 2-3 tartines là, pour moi manger. Et je m'en vais à la rencontre des Anglais. Et je suis parti, je connaissais bien la région. À pied, à travers moi, j'ai traversé tous les bois d'Ostier, tout ça. Toute la rive droite de la Meuse. Et j'ai dit, est-ce que j'y vais? Alors là, j'y vais, un problème s'est posé, c'était de passer la frontière. Et sur le soir, j'avais déjà pris un verre dans une maison, enfin, un petit café là, de village. J'écoutais, les gens avaient l'air de, d'après ce que j'entendais, comme quand les Allemands ils étaient relativement calmes, ils ne bougeaient pas de la nuit, rien du tout. Ça fait que j'ai traîné le plus longtemps possible, puis à un moment donné, le patron m'a dit, monsieur, on va fermer. Ben, j'ai payé. J'ai trimballé comme ça dans JV côté belge.
Et à un moment donné, je vois une patrouille d'Allemands qui me reprend. Je la regarde passer. 2 ou 3 minutes après, une patrouille qui vient dans l'autre sens. Et le relais qui se fait quelque part, je dis à moi-même. Et toujours en promenant, nonchalamment, sans idée fixe à proprement dit à ce moment-là. J'ai dit, est-ce que je passe ou je ne passe pas? Je me suis retrouvé au milieu du pont de Givet, parce que c'est un petit pont qui fait pour passer la Meuse, pour aller de Belgique en France. Et j'ai passé, je suis déjà venu par ici, j'avais déjà été par là-bas. Et je vais partir dans le petit chemin. Et à un moment donné, je dis, je vais une nuit dans un café encore. Je vais encore rentrer au café là, boire un café ou un verre d'eau, parce qu'il y aura, et demander s'ils ne savent pas me faire une tartine. Parce que j'avais toujours la mienne, mais il faut prudence, parce que je ne savais pas ce que pour le lendemain me réserver. Et je suis rentré. Gentil, bien poli, bien gentil. Et à un moment donné, il y en a qui me dit, vous êtes belge, vous? Bah, c'est vrai. On n'est pas loin de la Belgique, hein, je dis. Ah non, il disait rien, c'est dans votre accent, dit, ah oui, je sais bien, je n'ai pas l'accent de Givet, je sais bien, mais je parle gentiment. Et je remarque qu'il avait fait un signe à une personne qui était derrière moi. Et je suis parvenu tout doucement à me retourner sur ma chaise pour savoir surveiller ce qui se passait derrière moi. Et j'ai vu qu'il y avait une femme, puis elle a refermé la porte. Et il m'a dit, on vous apporte tout de suite une omelette avec une tartine. On dit, c'est bien gentil. Et en effet, ils sont arrivés avec les 2 œufs, 2 œufs et 2 tartines. Et j'ai commencé à manger. Et j'étais occupé. Et la porte du café s'est ouverte. La porte derrière le comptoir, parce que la dame avait venu apporter cette tartine, mon petit souper. Elle s'est ouverte aussi. Et la porte à côté du comptoir qui donnait sur les WC, pour aller au WC, parce que c'est la campagne, les WC sont dehors. Hein. Elles ouvrent aussi, et c'est tous des gendarmes qui rentrent. Mitraillette au point. Ils sont tous venus sur moi. Los. Je me suis retourné, j'ai regardé le bonhomme. Il a commencé à rigoler. J'avais compris. Je n'allais pas me rebeller tout seul contre 4 mitraillettes, c'était pas possible. Donc j'étais embarqué. Ils m'ont conduit dans une maison un peu plus loin, là, ils m'ont pris mes papiers, ils m'ont fouillé. Il y en a un qui m'a foutu une baffe, parce que je ne voulais pas lui répondre. Enfin bref. Je suis là une petite heure dans cette maison. Et il y a une camionnette, enfin pas une camionnette, les grosses Citroën qu'ils avaient dans, quand il y a eu après les grosses crevettes, toutes basses là, les Citroën. Il y en a 2 qui sont rentrés, ils sont mis derrière, m'ont mieux, et 2 devant, et ils m'ont conduit à la gendarmerie de Givet. Là, ils ont discuté avec le commandant de la gendarmerie, et ils m'ont mis en cellule. Je ne savais rien. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il m'arrête? Je savais pourquoi il m'arrêtait. Je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais pas dire, écoutez, monsieur, je m'en vais rejoindre les Anglais parce que vous autres, vous emmerdez ici, et je vais m'engager. Hein, je ne pouvais pas leur dire. Alors j'ai dit, spasir, parce que je savais dire en allemand à ce moment-là. Je me promenais, j'étais promeneur. Il y en a qui parlait à moitié français, qui m'a dit, école, school, fini, fini. C'était comme ça. Et le lendemain matin, ils sont venus me chercher à la gendarmerie de Givet.
dans la même voiture, dans la même voiture, où c'est à peu près l'identique, quoi. Et nous voilà revenus en Belgique à Dinant, à l'hôtel des Postes. Or, l'hôtel des Postes, il y a parfois des gens qui demandent qu'est-ce que c'est que l'hôtel des Postes. L'hôtel des Postes, avant la guerre, c'était un grand hôtel juste devant la gare de Dinant. Un hôtel de luxe. Mais avec la guerre, ils avaient dû fermer, et c'est la Gestapo qui avait fait ses bureaux là-dedans. Et alors, c'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était que d'être prisonnier. Mes premiers interrogatoires, je les ai eus là. Et le soir, on me reconduisait dans une petite maison. J'ai cherché après la rue. Et un jour, je l'ai retrouvé, même mon épouse était avec elle, les enfants étaient petits. Et j'avais dit, on va retourner là. C'était des petites sœurs qui étaient là-dedans. Mais ils avaient réquisitionné les caves. Et on était enfermés dans les caves du petit couvent qu'il y avait là. Mais il y avait une chose de bien. Pour nous autres, c'était bien. C'est qu'il y avait un soupirail à hauteur d'homme qui donnait dans le petit jardinet que les petites sœurs entretenaient. Et il y avait des gens là-dedans, quand je suis arrivé, on était 5-6 là-dedans. Et il y en a un qui me dit, t'as pas de commission à faire savoir quelque part? Des gens que je ne connaissais pas, bien entendu. On se méfie à ce moment-là. Ben, je dis non. Ouais. Ah, parce que moi, j'écris et je vois qu'il y en a, ils ont un de papier et par le petit grillage, hop, il est jeté dans la cour. Il n'a rien dit, il l'a laissé faire. Le lendemain, aux premières heures, la Gestapo qui s'amène. Merville, Merville, Merville. Ah, non, c'était Merville, il voulait dire Merveille, mais il disait Merville. Donc, je montais et à pied, traverser tout le pont de Dinant et partir devant la gare à la Gestapo, au bureau. Alors là, c'était quand j'ai commencé les interrogatoires, savoir pourquoi, mon nom, mon âge, est-ce que j'étais juif, je n'étais pas juif, qu'est-ce qu'ils m'avaient envoyé, où est-ce que j'allais, enfin. Et chaque fois une réponse qui leur plaisait, je pouvais aller, c'était rare, mais enfin, si ça ne leur plaisait pas, clac, c'était un coup de matraque, et c'est ainsi. Je suis rentré dans le système. Et j'ai été 4-5 jours là, dans ce petit coach à Dinant. Et puis un beau jour, c'était un gros camion qui est arrivé, à monter dans le camion, et je me suis retrouvé à la prison de Namur. Et alors là, j'ai repassé les interrogatoires et les interrogatoires. Là, c'était le grand moment. Et je suis arrivé, je ne sais plus quelle date exactement, dans le fin juin. Ouais, je suis arrivé à peu près là. Parce qu'il y a là de temps, là, parce que un petit peu perdu, hein, parce que les premiers coups, on les reçoit en rigolant, comme ça, encore en disant. Puis à la longue, ça commence à faire mal. Et un jour, on m'a dit, écoutez, vous allez partir pour l'Allemagne. Je demandais pourquoi. Et il y avait une secrétaire qui parlait relativement bien français. Elle m'a expliqué que c'était pour mon bien, tout ça. Et qu'il n'y avait pas le temps de faire le jugement. Il aurait été jugé plus tard. Parce que j'avais fait une infraction à la loi. Et c'était une garçon, excusez-moi. Parce que, comme je ne disais jamais rien, oui ou non, on avait toujours un coup, donc autant ne rien dire. Et elle était sur une petite estrade, le bureau officiellement,
qui est officier. Et elle était sur une petite table, mais surélevée de ça, pas plus que ça. On aurait dit une estrade d'école. Elle était là et elle tapait de temps en temps la machine et tout ça. Mais elle était toujours là, occupée, hop. Elle dit, j'ai une garce finie. Pourtant, j'étais encore jeune, mais quand même, il faut pas être bête pour... hein. Et 2 minutes après, hop, c'était de l'autre côté. Tu vois, un gosse, parce qu'au fond, je dis qu'un gosse, on a toujours tiré l'attention, mais ça ne m'a pas troublé de trop, enfin. Mais j'ai été pendant presque 3 mois, donc, jusqu'au 10 août, enfermé là à Namur. Avec, quand je suis arrivé, il faut dire, c'est vous que je reviens toujours en arrière. Les premiers jours, j'ai eu les territoires relativement durs et j'étais au secret. J'étais pendant 15 jours au secret. Pas 15 jours tout à fait, 2 petites semaines, quoi. Ça, c'est dur, hein. Parce que vous voyez quelqu'un pour manger, on vous bande les yeux et on vous conduit dans une autre pièce. Parce que c'est le matraquage, l'interrogatoire. On vous bande les yeux et on vous ramène dans votre cellule. C'est tout, hein. Quand on est jeune, à 16 ans, 17 ans, quoi. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça dur. Et le 10 août, dans la soirée, le téléphone arabe a marché. C'était les téléphones arabes, ce sont les conduits de chauffage central qui passaient de cellule en cellule et on tapotait dessus. Il y en a qui faisaient du morse, il y en a même en parlant, il descendait comme ça sur le wow, et ça résonnait et on comprenait. Donc on communiquait, je suis donc resté jusqu'à la prison de Namur jusqu'au 10 août 1944. Et nous sommes partis en convoi à ce moment-là. Dans mon convoi, il y avait le père Le Loir, qui s'est tué en voiture. Après la libération, il avait été faire des conférences en France. Il s'est tué en voiture. J'étais encore un jeune gaillard. Il faut dire que je le connaissais un petit peu, parce il faisait partie indirectement de l'abbaye de Maretsou. Or, l'abbaye de Maretsou, je connaissais, parce que Gérin, le village de mes grands-parents, à vol d'oiseau, mettons qu'il y a 10 km, je ne sais même pas s'il y a 10 km à vol d'oiseau. Le père Armel, qui a été tué à Magdebourg, parce qu'il ne savait plus suivre la colonne, d'une balle dans la tête, on l'a battu carrément sur le chemin. C'est le frère du ministre Armel, je n'avais pas connu, tu l'avais connu? C'était le frère du ministre Armel qui était avec moi. Et alors il y avait le père Étienne Écoute, qui était aussi à l'abbaye de Maretsou. Ce sont des gens que je connaissais parce qu'à temps en temps, on allait parfois à l'abbaye de Maretsou faire un pèlerinage avec la famille. C'était pour passer un dimanche, donc c'est des gens que je connaissais. Bah, ça c'est une autre machin. Donc je suis parti, et pour revenir au Père Loir, c'était un filou, comme il n'y en avait pas deux. Il avait marqué dans l'allée, qu'on était rassemblés dans la prison, une armoire de coin. Et curieux qu'il était, il avait déjà trouvé la porte. Et j'avais vu à sa physionomie, il dit, il y a quelque chose de spécial là. Et je m'approche, je dis, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bonne, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ouvre tes poches. Mais, je ne vais pas ouvrir mes poches. Et il plonge dans l'armoire et il ressort tous des biscuits de soya. J'avais mes 2 poches bourrées, ma poche intérieure de mon veston était bourrée,
des biscuits de soja. Et je dis, arrête, prends-en temps. Puis il a appelé un autre, et il a vidé l'armoire, et tout le monde a eu des biscuits de soja. Je dis, si jamais on fait un contrôle, il dit, ah, ils vont pas faire de contrôle maintenant. Il dit, mangez tant que vous pouvez. Ouais. Ça, c'était du Père Loire. Ce temps-là, il était encore jeune. Hein. Et nous sommes partis donc en convoi. Et c'était un convoi qui partait de Liège. Tous des prisonniers politiques de Liège. Alors, de Liège, il a arrêté à Huy, à la citadelle de Huy. Enfin, il n'a pas arrêté à la citadelle, c'était les prisonniers qui étaient à la citadelle qui ont pris le train à Huy. De Huy, ils sont arrivés à Namur, parce que nous avons été embarqués, il était vers 9 h du soir. Ça, c'est le 10 août. Hein. Alors, de Namur, on est descendu sur Charleroi, parce qu'on a embarqué tous des prisonniers aussi. De Charleroi, on est remonté sur Bruxelles, à la gare de Luxembourg. Puis on est parti sur la gare de Schaerbeek. De Schaerbeek, on est remonté sur Malines, parce qu'on a encore chargé des prisonniers. Puis on est monté sur Anvers. Et alors là, c'était le dernier arrêt qu'on a fait pour charger les prisonniers. Et de là, on est monté sur la Hollande. On a fait tout le bord de la frontière hollandaise, belgo-hollandaise, jusque l'Allemagne, comme ça. Parfois, on savait rouler 3-4 heures sans s'arrêter. Puis le train claque, il y avait une alerte, le train s'arrêtait, ou bien il n'y a plus d'eau, je ne sais pas pourquoi. D'autres, on était enfermés et on a vu ces petites fenêtres comme ça, à chaque coin du wagon, d'un bestiaux. Et on était quoi, 60, 70 dans un wagon, parfois plus. Et on est parti. Ça a duré 3 jours et demi, avec un seau d'eau, comme pour boire. Et il y a un cubel. Un cubel, ce sont les petites latrines portatives, là. Un seau hygiénique, quoi. Vous vous rendez compte, un petit seau comme ça, pour 60, mais je compte minimum 60 gaillards pendant 3 jours. Hein. Ça dégueulait. Hein. Enfin, ça, ce sont les à côté.